Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Les soldats mozambicains peuvent enfin respirer. La ville de Palma n'est plus aux mains des djihadistes. C'est du moins ce qu'a affirmé le président Filipe Nyusi. Le président ivoirien a donné ce mercredi son feu vert au retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils peuvent revenir quand ils le souhaitent, selon les propos d'Alassane Ouattara. Amnesty International Bénin, à l'instar du mouvement au niveau mondial, a présenté ce mercredi le rapport mondial 2020-2021 de l'ONG de défense des droits humains. Le Covid-19 aura accentué les discriminations et inégalités. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à Amnesty International Bénin, à l'instar du mouvement au niveau mondial, a présenté ce mercredi le rapport mondial 2020-2021 de l'ONG de défense des droits humains. La situation des droits humains, peu reluisante du moins dans le monde, a été aggravée par les inégalités et les discriminations engendrées par la pandémie de Covid-19. Reportage. Le rapport 2020-2021 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde, présenté ce mercredi par la section béninoise du mouvement, couvre 149 pays, dont 35 d'Afrique subsaharienne. Les effets dévastateurs des conflits ont été aggravés par la pandémie de Covid-19 en Afrique subsaharienne, souligne le document. Les inégalités sont de plus en plus grandes, touchant notamment les femmes et les personnes déplacées. Au Bénin, les atteintes à la liberté d'expression, de réunion, le recours excessif à la force, les violences basées sur le genre, les violations des droits des soignants, des personnels LGBT ont été relevées et documentées. Les autorités se sont appuyées sur les restrictions instaurées en vue de limiter la propagation du Covid-19 pour empêcher des opposants politiques d'organiser des réunions et des rassemblements. En revanche, les manifestations orchestrées par des sympathisants du gouvernement se sont déroulées sans entrave. La police a abattu Théophile Dieudonné Diao, un étudiant, lors d'une manifestation contre l'arrestation de 3 membres de la Fédération nationale des étudiants du Bénin à l'université d'Abomey-Calavi. Le 8 juin, la police a arrêté un soignant après qu'il ait publié sur les réseaux sociaux un avertissement au sujet de l'apparition d'un foyer de Covid-19 au centre hospitalier départemental de Lomé Plateau. Les violences et le harcèlement sexuel à l'égard des femmes et des filles demeuraient généralisés en 2020. Les responsables d'organisations de défense des droits humains présents à la cérémonie de lancement, tout en déplorant le recul constaté en matière d'acquis démocratiques et de respect des droits humains au Bénin, ont invité le mouvement à se pencher davantage sur l'éducation aux droits humains. Toujours au Bénin, dans la perspective de la présidentielle du 11 avril prochain, le duo de la vague orange a communié avec les populations de Ouida et de Porto Novo ce mardi. Des candidats sont allés porter leur projet aux populations qui, en retour, ont leur rassuré donc, pour la victoire du 11 avril. Nombreux étaient-ils à effectuer le déplacement à Ouida, mais aussi dans la capitale politique du pays, Porto Novo. Aux 2 endroits, une prise de contact et d'implantation formelle locale de la dynamique RLC. Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, dans la cité des Aïnovi, les militants se sont mobilisés en masse. Nous voulions exhorter chacun de nous à ne pas rester les bras croisés. Nous sommes choisis pour une mission donnée et nous pensons que notre objectif primitif est comment faire pour que la dynamique, restaurer la confiance, place la barre très haute afin que le duo Kowe-Agossa soit investi respectivement président et vice-président de la République du Bénin
en mai prochain. Appelant la population à sortir massivement pour voter pour le duo Korwe-Agossa, le candidat à la vice-présidence a martelé que son engagement est la restauration de la confiance du peuple. C'est pourquoi il a intitulé son projet de société pour que le peuple s'exprime. Nous irons voter pour dire non à ce que le président Talon est en train de faire. Nous irons voter pour lui dire que nous sommes capables de changer tout. Nous allons quitter un état de loi à un état de droit. Il a changé notre pays en ayant un parlement qui est seulement fait là pour faire sa volonté unique. Ce n'est pas bien. Nous devons changer ceci pour permettre à la jeunesse, permettre à nos femmes, permettre à la population de retrouver l'espoir et que notre pays puisse retrouver son élan démocratique. Nous allons prendre le pouvoir pour permettre à ce que tous les réfugiés politiques, tous les prisonniers politiques soient dehors, qu'ils soient libérés et qu'ils puissent participer au développement du pays. Nous allons changer cette constitution par un référendum qui va permettre à tout le peuple de s'exprimer sur cette constitution. Je vous demande de bien vouloir voter. Votez ce jour, ce bulletin. Votez ici et permettez-nous de créer l'espoir. Permettez-nous de susciter l'espoir. Et notre pays va redevenir ce qu'il était. Les populations de Ouidah et de Porto Novo sont désormais informées du programme du duo Korwe-Agossa et se sont engagées à en être les relais jusqu'à la victoire finale. De son côté, le président ivoirien a donné ce mercredi son feu vert au retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Ils peuvent donc rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent, selon les propos d'Alassane Ouattara. Une semaine après leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la justice internationale, le président ivoirien donne son quitus pour le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Messieurs Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent, a déclaré le président Ouattara à l'ouverture du premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement formé mardi. Des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République, a-t-il ajouté en précisant que ses frais de voyage et ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État n'a pas évoqué la condamnation en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, pendant les violences post-électorales de 2010-2011. Mais Amadou Koulibaly, nouveau ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a ensuite laissé entendre que cette condamnation serait levée. Je m'en tiens aux propos du chef de l'État, ça me semble assez clair. On ne va pas offrir le voyage à Gbagbo pour le mettre derrière les barreaux, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse après le Conseil des ministres. Cette décision facilite la tâche du ministre de la Réconciliation que je suis, a déclaré Kouadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Le président Ouattara est dans une disposition d'esprit pour allier la réconciliation et la paix, selon lui. Nous nous félicitons de cette décision de nature à donner un nouvel élan à la réconciliation nationale, a pour sa part déclaré Simplice Serizoko, un des avocats de Charles Blé Goudé. La France a annoncé ce mercredi l'ouverture d'importantes archives sur le Rwanda pour faire avancer la vérité historique sur le génocide des Tutsis en 1994. Ce geste est salué par les rescapés qui réclament toujours des excuses par rapport à cet incident survenu en 1994 et demandent effectivement que Paris présente ses excuses. L'ouverture des archives sur le rôle de la France au Rwanda était attendue depuis des années et marque un pas supplémentaire dans la politique mémorielle du président Emmanuel Macron après la remise du rapport du CLERD. Plusieurs de ces documents, notamment des télégrammes diplomatiques et notes confidentielles, figuraient dans le rapport accablant sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, rendu par une commission d'historiens fin mars. L'annonce par un décret gouvernemental de l'ouverture des archives, notamment celle de l'ancien président socialiste François Mitterrand au pouvoir à l'époque du génocide, ont été saluées comme une bonne chose par l'association de rescapés Ibuka France. Les rescapés n'ont pas beaucoup à apprendre de cette production d'intelligence. Ils le savent, ils l'ont vécu.
Ils veulent des actes forts. Ils veulent que des mots soient prononcés. Parce que 27 ans après, certains d'entre eux ne sont plus tout jeunes. Ils attendent des paroles fortes. Quand les chercheurs viennent de travailler, quand les historiens viennent de travailler, il faut que les politiques prennent le relais. Il faut que les juges prennent le relais. Je me réjouis vraiment de la parution du rapport du clerc qui nous fait progresser vers la vérité. Cette quête de vérité, elle serait impossible sans ce travail des historiennes et des historiens. Je veux les saluer, nous avons besoin d'eux. Le président rwandais Paul Kagame a salué toujours ce mercredi le rapport du clerc sur le rôle de la France dans le génocide de 1994, estimant qu'il marque un important pas en avant vers une compréhension commune de ce qu'il s'est passé. Au Mozambique, la ville de Palma n'est plus aux mains des djihadistes. C'est une annonce faite par le président de la République, Filipe Nyusi. Précision. 2 semaines après une attaque djihadiste d'ampleur qui a ravagé Palma, dans le nord-est du Mozambique, le président Filipe Nyusi a affirmé que les rebelles avaient été délogés de la ville portuaire stratégique sans pour autant crier victoire. Les terroristes ont été chassés de Palma, a-t-il déclaré mercredi dans un discours à la nation. Mais en lutte depuis plus de 3 ans contre des combattants islamistes connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en arabe, dans la province pauvre mais riche en gaz naturel du Cabo Delgado, le chef de l'État s'est gardé de tout triomphalisme. Le 24 mars, des groupes armés ont lancé un raid sanglant et minutieusement préparé sur la ville de Palma, 75 000 habitants, à seulement quelques kilomètres du méga-projet gazier du groupe français Total sur la péninsule d'Afoundji. Officiellement, des dizaines de civils, policiers et militaires ont été tués. En réalité, sans doute beaucoup plus, le bilan final n'est pas encore connu. Plusieurs témoins de l'attaque revendiquée par le groupe État islamique et des sources sécuritaires ont décrit des morts gisant dans les rues et des corps décapités, méthode caractéristique des djihadistes dans la province frontalière de la Tanzanie, où ils pratiquent depuis 2017 une violence spectaculaire pour marquer les esprits. Des images diffusées à la télévision mozambicaine ont montré des maisons en ruine, des banques, un hôpital dévasté et des véhicules en cendres. Au milieu de militaires nombreux et lourdement armés, quelques habitants récupéraient de la nourriture. Les autorités ont déclaré avoir partiellement repris le contrôle de la ville lundi et tué un nombre important de combattants islamistes au terme de plusieurs jours d'offensive pour reprendre Palma, tombé aux mains des assaillants fin mars. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.